Elle a beau être minuscule, elle fait désormais les gros titres. L'abeille. C'est la pierre angulaire de notre écosystème, la clé de notre alimentation. Pourtant, un peu partout dans le monde, l'abeille est en train de disparaître. En quelques jours, toutes les abeilles adultes abandonnent la ruche. Et on suppose qu'elles vont mourir quelque part. C'est une catastrophe majeure aux conséquences désastreuses. C'est un tiers des abeilles qui a disparu du territoire américain, c'est-à-dire 800 000 ruches. C'est une énigme que les chercheurs devront résoudre de toute urgence. En récoltant des indices des États-Unis au sud de la France, de l'Andalousie à la Grande-Bretagne, en passant par l'Australie et la Chine. Car si la science ne parvient pas à endiguer cette étrange épidémie, l'abeille pourrait bien disparaître pour toujours, en emportant avec elle tout ce qui rend la vie plus belle sur la planète Terre. Le jour se lève sur une cité grouillante de vie. Les travailleurs pleins de zèle quittent leur maison. Leurs allées et venues formant un ballet d'une parfaite efficacité. Mais à la nuit tombée, ils se sont volatilisés. Pas le moindre indice louche, pas le plus petit cadavre. Ces disparitions de masse se produisent depuis quelque temps à travers le monde. Il ne s'agit pas d'hommes, mais de millions d'abeilles. À peine un mois après que j'ai installé les ruches, les abeilles ont toutes disparu. Vous avez une ruche peuplée de milliers d'abeilles, et quelques jours plus tard, il n'y en a quasiment plus une seule. Les apiculteurs du monde entier nous mettent en garde. Une catastrophe s'annonce. Un phénomène baptisé syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles vide mystérieusement les ruches dans au moins 35 États américains, mais aussi ailleurs, de l'Europe à l'Amérique du Sud. C'est tout à fait inédit. On ne sait pas quoi faire car on n'en connaît pas la cause. Et c'est d'autant plus inquiétant. Bien que l'insecte soit de petite taille, sa disparition pourrait avoir de gigantesques répercussions sur l'homme. Leur corps et leur cerveau ont beau être minuscules, les abeilles sont les agents pollinisateurs les plus importants de la planète. Elles sont à l'origine d'environ un tiers des aliments produits aux USA. Les abeilles fécondent près d'une centaine de nos cultures les plus essentielles. Fruits et légumes, oléagineux, graines et même fibres telles que le coton. Rien qu'aux États-Unis, la valeur de leur travail est estimée à plus de 15 milliards de dollars. On compte sur elles pour assurer la pollinisation et les voici menacées. À moins de nous contenter de blé, de maïs et de riz, nous avons besoin d'elles. Sans les abeilles, c'est la fin de la vie telle qu'on la connaît. Le mystère des abeilles suscite des interrogations partout dans le monde. Apiculteurs et chercheurs se sont lancés dans une course contre la montre pour répondre à la question « Pourquoi les abeilles disparaissent-elles » Parmi les suspects sont pointés du doigt les pesticides, les parasites, la malnutrition ou même un virus de type VIH qui les exterminerait. Nous cherchons des indices, des empreintes de l'infection. C'est comme ça qu'on se définit entre nous. C'est un peu la série Les Experts version agricole. Le syndrome d'effondrement des colonies a frappé le public de stupeur. L'avenir de nos réserves alimentaires dépend-il donc d'une petite abeille ? Les abeilles ont déjà fait un long voyage, mais elles ne sont qu'à mi-parcours de leur dure année de labeur. Pour 90 $ la ruche, David Hackenberg installe ses abeilles sur les landes pour 3 semaines. Pendant cette période, tout en recueillant le pollen pour leurs propres larves, les abeilles vont permettre une nouvelle récolte d'érelles. Sans abeilles, pas de fruits à ramasser.
Toute l'agriculture dépend donc de la bonne santé de ces petites bêtes de somme. Mais protéger un cheptel de plus de 36 millions de têtes est une véritable gageure. Les dangers sont multiples, depuis la météo capricieuse jusqu'aux prédateurs environnants. Dans le Maine, l'odeur du miel attire irrésistiblement un autre ennemi de la ruche, l'ours. Les ours. Si l'on saccage leur habitat et leurs réserves de pollen, les abeilles se fâchent. Elles ne sont pas contentes. Darren Hammond, gestionnaire agricole, n'est pas ravi lui non plus. Chaque ruche détruite par les ours alourdit la facture à régler. C'est 100 $ la ruche. Cette année, Hammond aura dépensé plus de 900 000 $ en location de ruches. Pour s'assurer qu'il en a bien pour son argent, il surveille de très près la floraison. Vous prenez 1 mètre carré et pendant 1 minute, vous comptez le nombre d'abeilles qu'il visite. À partir de 2 abeilles et demie par minute et par mètre carré, la pollinisation peut s'effectuer correctement. Les abeilles effectuent cette même besogne depuis 100 millions d'années. Elles ont évolué parallèlement aux plantes à fleurs pour former avec elles un partenariat idéal. Les abeilles butinent le pollen des fleurs riches en protéines et les plantes leur offrent en récompense un liquide sucré, le nectar. Certaines espèces ont même adapté leur anatomie pour améliorer la récolte. C'est le cas en particulier de l'Apis mellifera, ou abeille européenne. Merveille d'architecture, la morphologie de cette abeille mêle élégamment forme et fonctionnalité. Avec sa trompe, elle peut aller butiner le nectar au plus profond des replis de la fleur. Ses puissantes mandibules lui permettent de manger, de nourrir ses larves et de manipuler la cire. Ses 2 grands yeux composés sont constitués de 6900 facettes et pourvus de poils sensoriels capables d'évaluer la vitesse du vent. Grâce à 3 yeux supplémentaires, les ocelles, qui captent les signaux lumineux, elle peut s'orienter. Ses 4 ailes, liées par de petits crochets, battent jusqu'à 230 fois par seconde. Pour se défendre, elle dispose d'un dard barbelé à 2 stylets dont elle ne peut se servir qu'une seule fois, au prix de sa vie. Ses pattes postérieures sont terminées par des corbeilles lui permettant de transporter de grosses pelotes de pollen jusqu'à la ruche. Son abdomen est recouvert d'un duvet qui se charge d'électricité statique lors de son vol. Quand l'abeille se pose sur une fleur, le pollen lui saute littéralement dessus. C'est une mécanique parfaitement huilée. D'ailleurs, à mesure qu'elle prend de l'âge et que son rôle évolue, d'autres parties de son anatomie entrent en jeu. Lorsque l'abeille transporte du pollen d'une fleur à une autre, les ovaires fécondés de la plante gonflent et à maturation se transforment en fruits. On peut dire à proprement parler que cette alliance millénaire porte ses fruits. Mais de nos jours, on demande aux abeilles de remplir cette fonction naturelle à une échelle industrielle. Novembre 2006. En ouvrant ses ruches, David Hackenberg découvre qu'il a perdu 70% de ses abeilles. 400 ruches en parfait état à peine 1 mois avant étaient presque toutes vides. David Hackenberg s'empresse d'apporter plusieurs de ses colonies mourantes à Dennis Van Engelsdorp du service apicole de l'État. Ce dernier organise alors la mise en quarantaine de plusieurs colonies décimées. Elles semblent touchées par un mystérieux syndrome qu'il affirme être totalement inédit. Tout indique qu'il y a déjà eu des effondrements du même type. Mais de cette ampleur, je n'ai jamais vu ça. Une abeille malade se sacrifie toujours. Elle part mourir hors de la ruche pour empêcher toute infection de la colonie. Mais cette fois, il s'agit d'un abandon massif. Les appels d'apiculteurs inquiets se multiplient, signalant des millions d'abeilles disparues sans laisser de traces. Fait encore plus étrange,
les insectes prédateurs qui d'ordinaire envahissent les colonies à la recherche de pollen et de miel ne s'attaquent plus à ces ruches désertées. En quelques mois, l'épidémie atteint des proportions véritablement alarmantes. Selon les statistiques, c'est un tiers des abeilles qui a disparu du territoire américain, c'est-à-dire 800 000 ruches. Dès 2007, le phénomène est baptisé syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, en anglais Colony Collapse Disorder ou CCD. On parle de CCD lorsque la population adulte d'une colonie décroît rapidement. Ici, on voit que ce sont des abeilles de plus en plus jeunes qui quittent la colonie pour aller mourir à l'extérieur. Celle-ci est vraiment à l'agonie. Dans une semaine ou deux, je pense qu'il ne restera plus que la reine entourée d'une poignée d'ouvrières. Alors que le CCD décime les ruches à travers les États-Unis, les disparitions massives d'abeilles se multiplient également à l'étranger. En Italie, en Pologne, au Portugal, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En Croatie, les apiculteurs vont jusqu'à signaler la perte de pas moins de 5 millions d'individus en moins de 48 heures. Le phénomène passionne à présent le public. Les médias avancent une kyrielle d'hypothèses pour en expliquer la cause. À la une des journaux, on apprend que les téléphones portables parasiteraient leur sens de l'orientation. La thèse des portables provient de la déclaration ambiguë d'un chercheur allemand reprise dans la presse britannique. En réalité, il a placé un téléphone portable dans une colonie et il l'a fait sonner. C'était une étude vraiment très mal conçue et ensuite il s'est rétracté. Mais tout le monde s'en est emparé. Le suspect suivant est un vieil ennemi de l'abeille, un redoutable acarien, le varroa destructor, déjà responsable de la mort de la moitié des abeilles aux États-Unis dans les années 1980. Pourtant, cette fois, la situation est très différente. Quand il s'agit d'acariens, on voit des abeilles blessées ramper par terre. Là, rien, pas le moindre cadavre. Les abeilles se sont volatilisées. Pour l'instant, aucun des facteurs connus ne peut expliquer le syndrome d'effondrement des colonies. Et ce, parce qu'on n'a jamais assisté à des disparitions de cette ampleur. Les scientifiques ont du mal à comprendre ce qui peut provoquer une telle crise au sein d'une des sociétés les plus organisées et les plus complexes du règne animal. Lorsqu'une ruche est saine, elle fonctionne sans difficulté, tel un organisme parfait. Au centre de toute l'activité, la reine. Véritable machine à pondre, elle est esclave de son devoir, puisqu'elle pond jusqu'à 2500 œufs par jour, soit pas moins de 2 millions dans toute son existence. Les ouvrières sont toutes des femelles et constituent le gros de la colonie. Dans une ruche ordinaire de 30 000 abeilles, on ne dénombre qu'une centaine de mâles, appelés faux-bourdons. Plus gros que les femelles, dotés d'yeux surdimensionnés, ils sont incapables de butiner et comptent sur les ouvrières pour se nourrir. Le précieux travail qu'accomplissent les abeilles leur est cependant fatal. En été, les ouvrières ne vivent qu'environ 30 jours après s'être littéralement tuées à la tâche. Pourtant, la population de la ruche se maintient constamment grâce aux nouvelles générations, prêtes à travailler dès leur éclosion. L'abeille âgée de 3 semaines devient butineuse et passe le reste de sa courte existence à récolter nectar et pollen. Elle peut parcourir jusqu'à 8 km en vol, mais, fait remarquable, retrouve toujours le chemin de sa ruche. Dès qu'elle découvre une source abondante de pollen, elle recrute d'autres butineuses en communiquant avec elles par un moyen inhabituel, la danse. Elle prévient les autres abeilles de la présence de nourriture dans telle ou telle direction à tant de kilomètres de la ruche. Et elle traduit cet itinéraire dans un langage à base de mouvements et de sons. Tourner à droite à 30 mètres. Prendre à gauche à 15 mètres. La danse frétillante
est un langage symbolique comme seuls les humains et les primates inférieurs en utilisent. Rien ne ressemble au langage dansé des abeilles. C'est l'une des 7 merveilles du monde animal. Mais depuis le CCD, les danses se font plus rares au sein des ruches. Les butineuses partent toujours chercher du pollen, mais elles ne reviennent plus. La disparition des abeilles ne fait que mettre en lumière un phénomène plus général. Depuis des décennies, la baisse du nombre d'insectes pollinisateurs est constante. Tous les pollinisateurs souffrent de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'altération des habitats et de l'introduction d'espèces invasives. Leur population est peu à peu exterminée. Les abeilles et les papillons font rarement la une de la presse. Mais les chercheurs nous mettent en garde. La diminution du nombre des pollinisateurs pourrait entraîner une catastrophe plus grave et à plus court terme que le réchauffement de la planète. Les 3/4 des végétaux de notre planète sont tributaires de la pollinisation animale. Leur reproduction sexuée ne peut se faire sans l'intervention des animaux. Imaginez un paysage effacé aux 3/4. Il y a de quoi s'inquiéter. Bien que le nombre de pollinisateurs ne cesse de diminuer, l'agriculture devient chaque jour plus intensive. En 2004, le nombre d'abeilles aux États-Unis est tombé si bas que pour la première fois depuis 80 ans, il a fallu en importer. L'administration américaine s'est adressée à l'Australie, dont les exportations d'abeilles vers les USA prospèrent depuis lors. Depuis le syndrome d'effondrement des colonies, les apiculteurs se précipitent pour remplir leurs ruches vides d'abeilles australiennes. Méthode certes rapide et efficace, mais qui ne fait que grever un peu plus leur budget. Ces disparitions nous auront coûté environ 450 000 $ cette année. On ne peut plus se permettre ce genre de coup dur. Des apiculteurs menacés de faillite. Des fermes en panne de récolte. Désemparés, les éleveurs d'abeilles se sont tournés vers les scientifiques pour tâcher d'endiguer ces mystérieuses disparitions qui menacent la survie du monde agricole. Diana Cox-Foster, de l'Université d'État de Pennsylvanie, étudie depuis des années les maladies des abeilles. En novembre 2006, elle a reçu un coup de fil affolé de l'apiculteur David Hackenberg. David m'a appelé pour me dire « Toutes mes abeilles meurent et je n'en retrouve aucune dans les ruches ni par terre ». Il lui restait quelques colonies sur le déclin qu'on a transportées ici pour pouvoir les examiner. Le professeur Cox-Foster réunit rapidement un groupe de travail composé de scientifiques et de spécialistes des abeilles pour étudier cette épidémie galopante. Elle recrute les meilleurs chercheurs dans les domaines de la toxicologie, de la biologie et même de la pathologie humaine. Le laboratoire des maladies infectieuses de l'Université de Columbia est le plus grand centre d'études en pathologie humaine aux États-Unis. Il participe activement à la recherche de pointe sur des maladies telles que le virus du Nil occidental, la pneumopathie atypique ou l'encéphalite. Le groupe de travail commence par analyser des échantillons d'abeilles provenant des ruches atteintes par le CCD. Les résultats sont filtrés pour séparer l'ADN de l'abeille de tout agent pathogène ou organisme infectieux susceptible d'y avoir trouvé refuge. La première question qu'on se pose, c'est s'agit-il d'un fragment d'ADN d'abeille ou non? Si la réponse est non, c'est peut-être une découverte importante. On recherche tout élément pathogène susceptible d'être responsable de l'effondrement des colonies. Si on trouve un virus, on tâchera de le séquencer entièrement pour déterminer s'il s'agit d'un nouveau sous-type de virus connu ou d'une forme déjà répertoriée. Les premiers échantillons révèlent une information étonnante. Les abeilles ne souffrent pas d'une seule affection, mais d'une liste impressionnante de maladies. Il s'avère bien vite que désigner un seul coupable sera difficile.
On a trouvé un véritable cocktail de virus, de bactéries et de champignons, dont certains circulent aux États-Unis depuis longtemps. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous cherchons un élément dont l'introduction ici est récente et qui soit présent exclusivement dans les colonies touchées par le CCD. Isoler les suspects les plus probables parmi les nombreux maux qui frappent l'abeille demandera donc beaucoup d'ingéniosité. Dennis van Engelsdorp choisit de procéder comme un médecin légiste après une mort suspecte. Il commence par prélever quelques abeilles des ruches touchées. Engelsdorp et son équipe vont alors pratiquer jusqu'à 100 autopsies par jour. Dès le départ, ce qu'ils découvrent les stupéfie. En examinant les intestins des abeilles, on a constaté des dégâts importants dans les tissus, mais on en ignorait la cause. Dans certains cadavres, on a ainsi trouvé des grains de pollen entiers manifestement non digérés, comme si les insectes n'avaient pas pu apaiser leur faim. Chez d'autres, on a découvert des masses blanches dans le système digestif. On s'est retrouvé avec toute une série de données qu'on ne savait pas interpréter. Les investigations conduisent à une nouvelle révélation incroyable. Les champignons qui envahissent les tissus des abeilles ressemblent à ceux qu'on trouve chez les sujets humains immunodéficients. En d'autres termes, les abeilles pourraient être affaiblies par un virus similaire à celui du sida. On a comparé cette maladie à une sorte de sida, dans le sens où, visiblement, la réponse immunitaire est déficiente chez ces abeilles. Que ce soit à cause d'un organisme de type viral, de facteurs nutritionnels ou chimiques, comme les pesticides. C'est ce qu'on tente encore de déterminer. On a en effet constaté dans l'Hexagone une surmortalité des abeilles. À Paris, on trouve encore des ruches au jardin du Luxembourg. L'apiculteur Jean Pocton a installé les siennes à la plus prestigieuse adresse qui soit, sur les toits de l'Opéra Garnier. Selon lui, les abeilles sont mieux loties en ville qu'à la campagne. Les ruches, elles vivent mieux en ville parce qu'en ville, en même temps, la flore, les arbres, ils sont très protégés. Ils sont très protégés, c'est-à-dire qu'on ne les traite pas avec n'importe quel produit. En France, la polémique a éclaté après l'introduction en 1994 des néonicotinoïdes, un nouveau type d'insecticide contenant des neurotoxiques. Les agriculteurs se sont mis à les utiliser entre autres sur les semences de tournesol, l'une des sources de pollen préférées des abeilles. C'est justement peu après qu'elles ont commencé à disparaître. En 2004, l'État français a interdit l'insecticide, mais le nombre d'abeilles a continué à chuter. Le toxicologue Axel de Courty cherche à savoir si les pesticides sont réellement la cause de la disparition des abeilles en France. Ensuite, nous les avons exposées à un sirop contenant une dose connue de pesticides. Elles ont toutes consommé le sirop et ici, 3 heures après, nous avons déjà des symptômes assez aigus d'intoxication. Résultat, les pesticides peuvent provoquer les mêmes symptômes que ceux observés chez les abeilles victimes de CCD. Perte d'appétit, de mémoire et du sens de l'orientation. Mais selon le toxicologue, cela ne suffit pas à expliquer la surmortalité des abeilles en France. Donc après quelques années d'études en France sur ce produit, nous en arrivons à la conclusion que la cause est multifactorielle. C'est-à-dire que l'insecticide
a une très forte toxicité chez l'abeille, que l'abeille peut être exposée à cet insecticide à de faibles doses, mais les populations seraient potentialisées, augmentées, avec un autre facteur. À l'Université d'État de Pennsylvanie, le groupe de travail cherche à déterminer si les pesticides pénètrent dans les ruches. Marianne Frazier mène une étude sur les effets des produits chimiques présents dans l'environnement sur les abeilles. Elle voudrait savoir si cette nouvelle génération de pesticides hautement toxiques empêche les abeilles de retourner à leur ruche. Grâce au travail des Français, on sait que ces substances dérèglent le comportement des abeilles, en particulier leur faculté d'apprentissage. Si ces pesticides ont réellement cet impact, il est possible que les abeilles ne retrouvent plus le chemin de leur ruche. Après avoir installé des colonies dans les champs traités par des pesticides, Marianne Frazier recueille des échantillons de pollen dans les ruches. Les résultats des analyses sont inquiétants. Le pollen contient plus de 40 substances chimiques. On craint que ces pesticides n'attaquent le système immunitaire de l'abeille. Si c'est le cas, l'abeille risque de succomber plus facilement à un agent pathogène, puisque ses défenses sont affaiblies. Des études ont montré que les pesticides sont souvent très toxiques pour les abeilles. Pourtant, curieusement, elles disparaissent même là où les champs ne sont pas traités. On enregistre aussi des dépopulations d'abeilles là où aucun pesticide n'est vaporisé aux alentours. Et même l'apiculture biologique est touchée. Les insecticides jouent très certainement un rôle dans la mortalité des colonies, mais je ne crois pas qu'on puisse prouver qu'ils sont l'unique cause du CDD. Et si les insecticides ont un impact sur les abeilles, nous risquons également d'être touchés par ricochet. Car le nectar qu'elles butinent atterrit souvent dans nos assiettes sous la forme du produit apicole par excellence, le miel. En Provence, certaines fleurs offrent aux abeilles de quoi fabriquer l'un des sirops les plus recherchés au monde. Le miel de lavande. Tous les ans, en juillet, les collines se parent d'éclatantes guirlandes de lavande. C'est ici que les apiculteurs emmènent leurs abeilles afin qu'elles se gavent de ce nectar parfumé et qu'elles produisent le miel de lavande qu'ils récolteront ensuite. Après avoir régurgité le nectar mélangé aux enzymes de leur salive, les abeilles le stockent dans des alvéoles. Des ouvrières sont chargées de les ventiler pour faire évaporer le trop-plein d'eau et quand le miel est à maturité, elles les ferment avec un opercule de cire. Les hommes ont commencé à récolter le miel il y a au moins 6000 ans. Dans l'Égypte antique, le miel était chargé sur des bateaux qui faisaient la navette sur le Nil. Cet engouement pour le sirop doré des abeilles semble immémorial. Il est même illustré sur les peintures rupestres de grottes préhistoriques. Merveille de la nature, le miel est antibactérien. En conséquence, il ne s'abîme jamais. La quantité de miel produite par une ruche témoigne de la vigueur de la colonie. Mais un faible rendement peut aussi être le signe d'un trouble qui, selon les scientifiques, est la porte ouverte vers le syndrome du CCD, la malnutrition chez les abeilles. L'Andalousie. L'Espagne est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre d'apiculteurs professionnels et donc le plus d'entreprises menacées par le CCD. En 2006, la mystérieuse disparition de centaines de milliers d'abeilles a porté un sérieux coup à l'apiculture espagnole. En 2007, la situation s'est améliorée, mais les éleveurs ne sont pas encore remis des pertes de l'année précédente. Le rôle des abeilles est essentiel. Par exemple, dans ce parc, elles fécondent 7 plantes sur 10. Si elles disparaissent, adieu les 70% de végétaux qui profitent de leur pollinisation.
À l'université de Cordoue, la malnutrition est considérée comme l'un des suspects les plus sérieux. Les chercheurs tentent de déterminer si une mauvaise alimentation des abeilles peut aboutir au CCD. Selon eux, la monoculture les empêcherait d'accéder à une alimentation variée et du coup les affaiblirait. Imaginez un animal domestique, un chien par exemple, à qui on ne donnerait à manger que du pain. Il finirait par souffrir de graves carences. C'est ce qui se passe chez les abeilles. Les Espagnols ne croient pas que l'on découvre une cause unique à l'épidémie de CCD. Il s'agirait selon eux d'une série de causes en synergie associant les pesticides aux parasites en passant par la malnutrition dont le résultat aurait engendré un ennemi parfait en rendant l'espèce vulnérable aux infections. Les abeilles pourraient d'ailleurs être bien plus menacées que les scientifiques ne l'avaient d'abord pensé. Les pays du monde entier entreprennent alors d'unir leurs forces et débloquent d'urgence des crédits pour résoudre cette énigme. Mais tandis que des apiculteurs continuent de tirer la sonnette d'alarme, certaines nations ne signalent aucune évolution inquiétante. Londres. Alors que le CCD vide les ruches d'Amérique et d'Europe continentale, les apiculteurs anglais découvrent que leurs colonies sont également touchées. D'ordinaire, quand on tapote la ruche, on entend un petit bruit. On sait alors que les abeilles vont bien, même si elles ne sortent pas parce que c'est l'hiver. Cette fois, rien ne s'est passé. J'ai donc ouvert les ruches et il n'y avait plus d'abeilles. Certains attirent pourtant l'attention sur ce phénomène depuis déjà quelque temps au Royaume-Uni. On sait désormais avec certitude que des disparitions massives d'abeilles sont survenues ces dernières années dans différents pays tout autour du monde. Est-ce que la cause profonde est partout identique? Seule la recherche pourra le dire. En tout cas, chez nous, certains de nos apiculteurs ont perdu pas mal de leurs colonies ces 12 derniers mois. Malgré la disparition des abeilles londoniennes, les autorités anglaises sont formelles. Le CCD n'a pas atteint les côtes britanniques. Nous ne pensons pas que le CCD soit encore un problème ici. Certes, les abeilles semblent être légèrement moins nombreuses en hiver et il faudra surveiller ça de très près. Mais je ne considère pas qu'on ait eu une réduction significative des effectifs d'abeilles ces 2 dernières années. Les apiculteurs londoniens accusent le gouvernement de passivité face à ces dépeuplements. L'abeille n'est jamais qu'un insecte insignifiant. Le jour où l'État s'en souciera, il sera sans doute trop tard. Pour beaucoup à travers le monde, l'effondrement des colonies pourrait avoir un impact considérable sur la production de fruits, de légumes et même les cultures fourragères destinées au bétail de boucherie ou aux vaches laitières. En gros, les plantes à fleurs se développent grâce aux abeilles. Elles sont indispensables les unes aux autres. Si les abeilles et les autres insectes pollinisateurs disparaissent, on n'aura plus ni fruits ni légumes. Il ne nous restera que les végétaux fécondés par le vent, à moins qu'on engage des milliers de gens pour polliniser les cultures à la main. Des hommes pour remplacer les abeilles? Un scénario peu plausible pour un avenir bien sombre. Mais il est un lieu où aujourd'hui est déjà demain. Pékin. En Chine, les abeilles sont un business important. Le pays exporte absolument tout ce qu'elle fabrique. Miel, cire, venin, pollen et même gelée royale, cette substance riche en protéines avec laquelle les abeilles nourrissent leurs larves. Le tout est récolté et conditionné pour pouvoir être consommé par l'homme. La Chine exporte 90% de la gelée royale dans le monde, soit 13 000 tonnes par an. La majeure partie est destinée aux cosmétiques et autres produits de santé. Mais une petite portion est réservée aux apiculteurs américains qui l'utilisent pour nourrir leurs larves d'élevage.
La Chine a beau être le centre mondial des produits apicoles, il est une région où les abeilles ont déjà disparu. La province du Sichuan. Au sud, le comté rural de Hanyuan vit de la culture de la poire. Les plantations de poiriers tapissent les montagnes jusque dans les vallées. En centre-ville, la déesse des poires accorde sa bénédiction éternelle à la récolte annuelle. Avec succès, semble-t-il, car Hanyuan fournit 80% des poires de la région. Tous les ans, au mois d'août, les branches des poiriers plient sous le poids des fruits. Chacun d'eux est enveloppé individuellement pour le protéger des insectes. Une famille ordinaire récolte environ 5 tonnes de poires. Mais ce ne sont pas les abeilles que doivent remercier les fermiers pour leur abondante production. Car ici, elles ont disparu depuis bien longtemps. Au début des années 1980, l'utilisation non contrôlée de pesticides a anéanti toutes les abeilles de la région et tué toutes les plantes à pollen qui subvenaient à leurs besoins. La production fruitière s'est effondrée, laissant les fermiers assister impuissants à la destruction de leur gagne-pain. J'ai envoyé une lettre à Pékin et on m'a répondu « Vous n'avez qu'à polliniser à la main ». Les insectes qui s'en chargeaient ont tous été tués par les pesticides. Donc, c'est à vous de prendre la relève. Désormais, tous les mois d'avril, les fermiers doivent remplacer les abeilles. Et ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire en les regardant. D'abord, il faut recueillir et préparer le pollen à la main. Brosser les anthères, les organes mâles de la fleur, pour le récupérer. Et le faire sécher pendant 48 heures. Quand le pollen est prêt, les pollinisateurs humains entrent en scène. Le professeur Tang Ya de l'université du Sichuan étudie la méthode de pollinisation employée par les fermiers de Hanyuan. Aujourd'hui, il vient découvrir les fruits de leur labeur. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je n'y ai pas cru. Normalement, c'est le travail de la nature, des abeilles. À l'aide d'une simple tige de bambou et de plumettes de poulet, Cao Xing Yuan simule le corps duveteux d'une abeille. La tige est trempée dans le pollen et un simple effleurement suffit à féconder la fleur. À chaque printemps, des centaines d'ouvriers s'en vont féconder les fleurs des poiriers, une à une. Une ruche d'abeilles peut polliniser jusqu'à 3 millions de fleurs en une seule journée. Un homme ne fera pas plus de 30 poiriers. C'est une tâche laborieuse et coûteuse, d'autant plus qu'elle était autrefois accomplie gracieusement par les abeilles. J'aimerais qu'on en revienne à la méthode naturelle. Je rêve du retour des abeilles, car la situation est vraiment très difficile pour nous. Remplacer les abeilles par des ouvriers pollinisateurs aux États-Unis coûterait la bagatelle de 90 milliards de dollars par an. De plus, même ici, à Hanyuan, la pollinisation manuelle ne sera pas forcément pérenne. À l'heure actuelle, trouver la main-d'œuvre pour polliniser à la main est encore possible. Mais la Chine évolue très vite. La plupart des jeunes émigrent dans les villes.
Dans un délai relativement court, je dirais 10 à 20 ans, cette méthode deviendra très difficile à appliquer. L'exemple de Han Yuan nous plonge dans l'horreur d'un avenir sans abeilles et nous rappelle combien c'est un insecte irremplaçable. La pollinisation artificielle, ça ne marche pas. Et il n'y a eu aucun effort concerté pour vraiment la développer. On a bien essayé ici ou là de remplacer les animaux pollinisateurs par des machines à faire du vent ou des systèmes de vibration comme dans les serres. Mais rien, absolument rien ne vaut les abeilles. Les scientifiques qui cherchent la cause du CCD sont face à un enjeu immense. À New York, 8 mois après le début des recherches, le groupe de travail a fait une découverte majeure. Des tests ADN ont permis d'isoler un suspect très sérieux, un virus détecté dans toutes les ruches touchées par le syndrome et qui jusqu'à présent n'avait été signalé qu'en Israël. Son nom, IAPV, virus israélien de la paralysie aiguë. Les chercheurs pensent avoir trouvé leur coupable. Ils doivent maintenant répondre à la question la plus difficile. Comment ce virus a-t-il pénétré aux États-Unis? Tous les tests semblent converger vers la même source. L'Australie. Chercheurs et apiculteurs du monde entier se réunissent au congrès annuel d'Apimondia, la Fédération internationale des associations apicoles. Mais cette année, une ombre plane sur les festivités. Le groupe de travail sur le CCD vient d'annoncer ses conclusions. Le syndrome semble avoir été déclenché par un virus présent chez les abeilles australiennes. Le professeur Jeff Pettis du ministère américain de l'Agriculture vient s'exprimer sur le sujet. Bonjour. Les derniers développements ont rendu la question particulièrement sensible. Alors que le professeur Pettis explique comment le virus a été découvert, les exportateurs d'abeilles australiennes sont fébriles. Aux États-Unis, nous avons trouvé ce virus chez des abeilles importées d'Australie. Les tests ont bien sûr été effectués avant leur introduction dans nos colonies, dès leur arrivée sur le territoire américain. Il espère calmer les esprits en répétant qu'aucune piste n'est encore probante. On a toujours une combinaison de plusieurs facteurs. Ce virus peut en être un symptôme ou être véritablement l'élément pathogène. Nous ne le savons pas encore. D'après le professeur Pettis, il est encore trop tôt pour mettre le doigt sur l'origine précise du virus. D'où est issu ce virus ? On oublie souvent qu'il a également été détecté dans de la gelée royale en provenance de Chine. Il était présent aux États-Unis, chez les abeilles australiennes et dans la gelée royale chinoise. Quelle en est l'origine? Qui a été infecté en premier? Ça, on ne le sait pas encore. Les chercheurs vont donc essayer de décrypter le virus et de trouver un moyen de le combattre. Par exemple, en se servant d'abeilles africanisées très agressives, pour engendrer une nouvelle race de super abeilles résistant à toutes sortes de maladies. Les abeilles africanisées sont globalement plus résistantes au virus. Si on arrivait à isoler cette spécificité et à la transmettre à nos gentilles et dociles butineuses en supprimant toute hostilité, on obtiendrait une espèce bien plus robuste. Quelles que soient les méthodes employées pour combattre le virus, les chercheurs soulignent que les abeilles ne sont pas confrontées à une seule menace. Il ne s'agit pas seulement d'un virus. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, certes. Si on a affaire à une synergie de facteurs, le virus a pu être celui qui a fait pencher la balance dans le mauvais sens. Mais en aucun cas, il ne peut être tenu seul responsable du déclin mondial des insectes pollinisateurs. Ce n'est pas le seul problème des abeilles. Même si on trouve un remède contre le virus, leur population ne s'en remettra pas forcément. Elles ont bien d'autres ennemis à combattre. Même si l'avenir de l'abeille demeure incertain, le syndrome d'effondrement des colonies aura permis à cet extraordinaire insecte de sortir de l'ombre.
Le CCD a eu le mérite de mettre en lumière le problème des abeilles. Cela fait 20 ou 30 ans qu'elles meurent en masse. On doit absolument se préoccuper de leur état sanitaire. Le CCD aura au moins eu un effet positif, attirer l'attention des médias et du public sur ce problème et faire prendre conscience au monde entier du rôle primordial des abeilles et des pollinisateurs. Les apiculteurs américains attendent l'hiver avec une certaine anxiété. Presque un an après son apparition, le CCD frappera-t-il encore? Tous soulignent combien l'enjeu est grand pour la planète. Il y a de quoi être terrifié. Un tiers de tout ce qu'on consomme, on le doit aux abeilles. À long terme, ça pourrait gravement menacer notre survie. Les abeilles fécondent tout ce que les nutritionnistes nous incitent à consommer davantage. Autrement dit, les fruits et les légumes. On aura toujours du pain, mais mettre de la couleur et des vitamines dans nos assiettes sera plus difficile et plus coûteux. On doit se préparer à manger du gruau et rien d'autre si on n'a plus d'insectes pollinisateurs. Il faudrait que le monde entier se mobilise sur ce problème. J'entends dire, tant pis, on se contentera de blé et de maïs. D'accord, mais ça signifie dire adieu à tout ce qui rend la vie plus belle.